Nous sommes à l'H et j'ai voulu faire cet entretien avec le professeur Mohamed Mohty pour parler de ce qui, pour moi, est l'événement de l'H. Je dirais même l'événement peut-être de ces 10 dernières années, et si j'allais plus loin, avec en face, je dirais peut-être la chose la plus étonnante que j'ai vue depuis que je suis médecin journaliste. On parle des T-CAR-T-cells. On dit CAR-T-cells, T-CAR-T-cells, CAR-T-cells. Les lymphocytes T-CAR. D'accord. Alors, cet enthousiasme que j'espère vous ressentez, est-ce que vous ressentez le même? Oui. Je crois qu'on peut, sans beaucoup d'exagération, je ne suis pas quelqu'un qui soit grand amateur des superlatifs, mais clairement, pendant cet ASH 2017, les lymphocytes CAR sont sur le devant de la scène. Il n'y a pas moins de 150 présentations là-dessus. Il y a des données qui maturent, des nouveautés qui arrivent. Oui, c'est sur toutes les lèvres. Je crois que c'est l'avenir. Mais en dehors de ça, c'est quand même quelque chose d'immense pour le patient, sans aller sur les superlatifs. C'est énorme, c'est beaucoup d'espoir. Mais moi, je suis très en faveur de mettre beaucoup d'espoir et d'être enthousiaste. Après, il va falloir digérer tout ça. Et on n'est qu'au début. On n'est qu'au début de l'histoire. On sait qu'il va y avoir une courbe d'apprentissage. Tous les CAR ne sont pas égaux. Les résultats ne sont pas les mêmes en fonction des pathologies. Et donc, il y a encore énormément de travail à faire. Eh bien écoutez, c'est très simple. On va aller voir le pionnier qui va nous raconter comment, en France, il était le premier utilisateur. Et puis après, on verra celui qui s'en occupe dans le myélome. Je vous les présente dans un instant et on se retrouve. Une chose est certaine, in CARS we trust. C'est le slogan qu'avec des collègues, on a pensé pourrait décrire très bien cet ASH. André Baruchel, bonjour. Bonjour. Alors, on parle beaucoup d'immunothérapie en cancérologie, c'est très à la mode dans tous les cancers. Chez vous, dans les cancers du sang, la greffe, c'est déjà de l'immunothérapie. Absolument. Quelque part. Mais bon, rejet, maladie du greffon contre l'autre, l'autogreffe, ça fait un peu mieux. Et là, aujourd'hui, vous arrivez carrément avec thérapie génique, thérapie cellulaire. C'est la formidable histoire des CAR-T-cells. Vous allez commencer à me la raconter. Alors, cette histoire a démarré, il faut savoir, en 1989. Un chercheur israélien qui s'appelle Zélie Guéchard a eu l'idée de transformer une cellule T qui n'a pas la même fraction qui permet de reconnaître l'antigène que les cellules B qui auront les immunoglobulines à leur surface. Il a eu l'idée de faire connaître à la cellule T la même information génétique qui permet de mettre à sa surface la même partie de molécule de l'anticorps qu'on appelle le FAB que ce qu'il y a à la surface d'un lymphocyte B. Donc quelque part, de transformer un lymphocyte T en un lymphocyte B contre la cible qu'on choisit. Donc ça a démarré en 1989, c'est un papier dans PNAS. Et après, Zélie Guéchard du Weizmann Institute est allé aux États-Unis. Il a commencé à travailler avec Stuart Rosenberg, bien connu dans le domaine de l'immunothérapie cellulaire des cancers. Et ensuite, tout ça a pris de l'importance. Mais vous voyez, il a fallu entre 1989 et avril 2012, premier enfant injecté aux États-Unis avec succès. Il a fallu tout ce temps. Alors, comprenons bien, il s'agit d'un acte spécifique. On prend une cellule d'une personne et c'est de la transformation sur cette cellule. Absolument. C'est de la médecine sur mesure. Absolument, puisqu'on doit prendre les lymphocytes de la propre personne, les faire pousser d'abord simplement dans des tubes ou des étuves, mais il faut les stimuler un peu pour qu'elles se multiplient. Ensuite, on vient avec un vecteur. Alors il y a beaucoup de recherches sur comment on va faire rentrer l'information génétique. Aujourd'hui, le modèle dominant, c'est un lentivirus, c'est-à-dire un virus qui est un cousin du virus du sida, mais qui est inactivé. Et à l'intérieur de ce virus, on a mis une information qui va permettre deux choses. Première chose, de faire monter à la surface du lymphocyte T cette information de spécificité. Et deuxièmement, sous la surface, d'avoir une information qui dit à la cellule T « active-toi, multiplie-toi ». Donc ce qui va permettre que chaque fois que la cellule T se greffe, se fixe sur sa cible,
Elle tue la cible et elle se multiplie. Alors ça, c'est parfait sur le terrain. Et pourquoi on a besoin que ça soit la cellule originelle et qu'on ne peut pas le faire avec d'autres cellules en leur donnant les informations qui pourraient les transformer en... D'autres, c'est-à-dire de cellules de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, oui. Eh bien, si on prend les cellules de quelqu'un d'autre, on a la chance d'avoir un système qui reconnaît le soi et le non-soi. Et qui ne va pas vouloir. Il va les éjecter immédiatement. C'est ce que vous appelez une chimère. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions du mot chimère en français. Chimère, chez les médecins, ça veut dire une cellule avec deux compositions, en fait. C'est ça. Et non pas un leurre. Exactement. Voilà. Donc, un jour, on décide de faire l'expérimentation. Et vous apparaissez assez tôt dans l'histoire, puisque vous décidez un jour de tout faire pour pouvoir faire bénéficier une de vos patientes. Racontez-moi. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que clairement l'Europe est le nain de l'histoire des cas. Si vous regardez aujourd'hui dans le site spécialisé qu'on appelle clinicaltrial.gov, c'est-à-dire le site répertoire de l'ensemble des essais cliniques internationaux, vous allez voir à quelques unités près aujourd'hui 45 essais en Chine, une quarantaine aux États-Unis et 6 en Europe. Donc clairement, rien qu'en regardant la carte des essais cliniques, vous voyez qu'il y a eu un retard en Europe absolument majeur. La chance qu'on a eue, c'est que certes, l'Académie américaine a été très forte, mais à un moment donné, il a fallu passer au stade industriel. Et là, les industriels, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas enregistrer seulement aux États-Unis et ils sont venus en Europe. Et on a eu la chance de faire partie des centres qui ont été identifiés comme pouvant faire ce genre de thérapeutique. Racontez-moi en pratique, vous êtes devant une situation comme les médecins n'aiment pas en avoir, c'est-à-dire au bout des solutions pour une petite gamine, c'est ça? Exactement. Alors, quand on a réussi enfin, alors je vais juste avant dire un point aussi qui n'est pas sympathique pour nos administrations, mais l'activation de cet essai en Norvège, en Espagne, en Belgique, il y a eu 7 sites européens, un site géographique par pays, mais il n'y a eu que 7 sites en Europe. La plupart des pays d'Europe, sauf la France et l'Italie, ont ouvert en moins de 3 mois. On a mis 9 mois à ouvrir pour des raisons qui concernent, on va dire, pour faire simple, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et donc, on n'est pas en très bonne position dans ce domaine. Mais en tout cas, bon, un jour, on arrive enfin à ouvrir l'essai. On me dit qu'il reste 15 jours. Ouais. Et là, vous avez effectivement... Et là, on a un patient qui est dans un CHU de province qu'on nous propose, qui est en phase palliative. Une petite fille qui a 10 ans et qui a eu une histoire terrible puisqu'elle a eu une leucémie aiguë lymphoblastique, maladie la plus courante chez l'enfant parmi les cancers. Elle a été traitée, elle avait 90% de chances de guérir du premier coup, malheureusement ce n'est pas ce qui est arrivé. Elle a rechuté, elle a été remise en rémission, elle a eu une allogreffe de moelle, et puis au bout de quelques mois, malheureusement la maladie est de nouveau revenue, elle a rechuté après la greffe de moelle. Et là elle est rentrée dans une phase qui a duré 1 an, pendant laquelle elle a reçu toutes sortes de traitements, y compris des thérapeutiques expérimentales, qui n'ont eu aucun succès. Et elle était, au moment où on nous l'a confiée, en maladie réfractaire, avec une septicémie apiocyanique à localisation vulvaire. Donc inutile de vous dire qu'elle était dans un état extraordinairement précaire et que malheureusement cet enfant n'avait plus que quelques mois à vivre. Et donc on a réussi avec... vous savez, c'est moi qui suis en face de vous, mais je représente des dizaines de personnes. Le secteur d'Aphérèse, le laboratoire thérapie cellulaire. Vous avez fait quoi concrètement? Vous avez fait juste un prélèvement sanguin? La première chose, c'est une aphérèse. Alors, c'est pas un peu plus que juste un prélèvement sanguin, puisqu'il faut faire une circulation extracorporelle qui, en soi, peut déséquilibrer l'hémodynamique, la respiration, etc. Donc, quand même quelque chose à faire de manière extrêmement prudente avec de grands professionnels. On a un laboratoire d'aphérèse, unité d'aphérèse à l'hôpital Robert Debré, et il y en a une à l'hôpital Saint-Louis. Ensuite, on prend donc les lymphocytes, on rend les autres cellules à l'enfant. Ces lymphocytes, on les envoie au laboratoire thérapie cellulaire à Saint-Louis, sont congelés et ils sont envoyés aux États-Unis. Et là, ça prend combien de temps ça? Alors là, en fait, ce qui prend du temps, c'est l'envoi, la congélation, le manufacturing des cellules. Tout ça, ils font compter, en théorie, le délai le plus court, c'est 1 mois. En pratique, on compte 2 à 3 mois pendant lesquels il faut faire survivre le patient. Donc là, ça a duré combien de temps cette petite fille? 3 mois.
3 mois. Donc pendant 3 mois, vous étiez sur la corde raide. Voilà. Votre essai aurait pu se terminer de façon dramatique d'ailleurs. Exactement. Et malheureusement, ça arrive pour quelques patients. Et on vous renvoie quoi alors? Pardon? On vous renvoie quoi? On nous renvoie un produit congelé qui est dans une poche. Ouais. Et donc, d'abord, avant d'utiliser la poche, déjà, nous, on ne va rien faire à l'enfant tant que le produit n'est pas arrivé au laboratoire de thérapie cellulaire. Le jour où on nous dit les cellules vont arriver, on sait qu'elles sont à Paris, on commence une chimiothérapie qui va faire la place à ces cellules. On appelle ça une lymphodéplétion. Ouais. C'est-à-dire qu'on utilise 2 chimiothérapies, pas très intensives, qui sont la fludarabine et le cyclophosphamide. Je dis pas très intensif pour donner une image très simple. Cet enfant et d'autres n'a pas perdu ses cheveux. Juste pour dire que c'est pas hyper intensif. Mais quand même, c'est de la chimiothérapie. Et donc, au 5e jour de ce traitement, vous arrivez avec votre les cellules arrivent, on les décongèle dans un bain-marie au lit du malade. Et vous les injectez comment? Par voie veineuse, par le cathéter central, directement. Et après, on attend. Et là, on attend combien de temps pour voir le... Alors déjà, au bout de 24-48 heures, il y a une fièvre. Et la fièvre, elle est en gros le symptôme d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de relargage cytokinique, c'est-à-dire en gros une espèce d'énorme syndrome inflammatoire qui va conduire l'enfant en réanimation. Dans l'essai international, 50% des enfants sont allés en réanimation. Pourquoi? Parce que les cellules activées qui vont arriver sur leur cible vont déclencher un orage de cytokines, 42 de température, la tension qui chute, une partie de ces enfants ont été intubés. Heureusement pas la petite fille dont je parle, mais on a trouvé un moyen de lutter contre une partie de cette réaction qui est d'injecter un produit qui est un anticorps anti-récepteur à l'IL6. Pourquoi? Parce que les niveaux d'IL6 sont considérables. À titre d'exemple, un autre paramètre d'inflammation que les médecins connaissent bien, la ferritine, chez cette qui normalement est entre 200 et 400, quand vous avez beaucoup de surcharge en fer, vous êtes à 1000, 1500, là elle était à 100 000. 100 000, ce qui veut dire que les macrophages deviennent fous. Et donc, cet orage, on l'éteint avec l'antirécepteur, le tocilizumab, qui est un médicament de rhumatologie. 6 heures après le tocilizumab, elle est passée de 41 de température à 37. 6 heures après, elle est remontée dans le service. Et là, le boulot a commencé des cellules. 15 jours après, on ne palpait plus l'énorme foie et l'énorme rate qu'elle avait. 28 jours après, elle était en rémission complète, moléculaire, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus de traces détectables de maladie, avec une sensibilité à 1 pour 100 000 de ces techniques. Et le plus spectaculaire pour moi, elle est injectée le 30 juin, le 2 septembre, elle fait la rentrée des classes. Non. Et elle va comment aujourd'hui? Et elle va très bien. On est maintenant presque à 18 mois, puisque en décembre, ça fera 18 mois. Elle va très bien. Elle a une perfusion d'immunoglobuline tous les mois, puisqu'il n'y a plus de cellules B. Chaque fois qu'il y a un lymphocyte B qui pointe son nez, les CAR le détruisent. Alors, des histoires comme ça, dans ma carrière de journaliste médecin, j'en ai connu aucune. Je connais que celle-là. Maintenant, on peut se dire, Baruchel égale Lourdes, donc miracle dans son service. Des médecins vous diront que ça existe, je suis sceptique, mais on sait que l'avantage, c'est que vous pouvez peut-être répliquer le miracle. Donc, est-ce que vous avez soigné d'autres, vous avez eu d'autres cas? Absolument. On a eu des problèmes et on a eu des miracles. Deuxième enfant, même effet spectaculaire sur le syndrome tumoral, même rémission à J28, bref passage en réanimation pendant moins de 24 heures. Par contre, au bout de 3 mois, où on fait un myélogramme systématique, une rechute qui a perdu l'antigène présent à la surface. CD19 négatif. Donc le CAR, il est là, mais il ne voit plus rien. La cellule est devenue transparente. Il faut en refaire ou pas? Ça ne marche pas, puisqu'il n'y a plus la cible. Et donc on est en train d'inventer en ce moment des CAR qui reconnaissent une autre cible. Voire même des CAR qui reconnaissent les deux en même temps, de manière à ce que le darwinisme qui se fait à l'échelle des cellules, où vous écrasez une cellule, il y en a d'autres qui sortent, on puisse l'éliminer. Ça veut dire que, en fin de compte, pendant que vous, effectivement, vous faisiez les essais cliniques, la recherche continuait sur la production. La recherche continue et elle continue à une vitesse phénoménale. Juste pour vous dire, Jean-François, il y avait
moins de 50 papiers sur l'écart jusqu'en 2015. Ouais. Il y en a presque 1000 aujourd'hui au moment où on parle. Ah, oui. Alors, les indications, est-ce qu'elles ont changé? Jusqu'en 2011, pardon. Est-ce qu'elles ont changé? Alors, elles vont changer, c'est-à-dire que aujourd'hui, les patients qui sont rentrés dans des essais avaient tous des maladies très avancées. Oui. On parle d'enfants deuxième rechute ou rechute réfractaire. Il est très probable que dans les 3 ans qui viennent, on ouvre en Europe des essais où on va tenter de remplacer l'allogreffe en première rémission, qui est le traitement de certains enfants qui ont des maladies super graves. 5% des enfants, même pas. Donc là, on est chez les enfants dans des cas très particuliers. Exact. On arrive dans d'autres indications. Après, pourquoi pas le myélome ou... Alors, les 3 grosses indications hématologiques qui se profilent de manière plus que nette, c'est le lymphome, puisqu'il y a eu une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis dans le lymphome agressif de l'adulte. La leucémie lymphoïde chronique, ça a été le tout premier papier CAR clinique publié. Et les myélomes. Donc, si on arrive à toutes ces pathologies hématologiques, on parle là par an, non pas de quelques dizaines de malades, mais peut-être plusieurs centaines. On prendra les plus graves quand même au début. Donc on parle de plusieurs centaines par an, voire dans le long terme, plusieurs milliers. Je disais que je n'avais pas connu d'épisodes similaires dans ma carrière. Je dois quand même dire que le Glivec a été un peu la même... Absolument. Le Glivec a transformé une maladie où en médiane on mourrait 3 ans après, en une maladie où les gens vont au travail après avoir pris un comprimé par jour. Donc vous sentez la même chose arriver avec l'Icarcel? Je ne sais pas, parce que ça reste une thérapeutique extraordinairement compliquée à mettre en œuvre, qui va donc être, et c'est d'ailleurs ce qui est fait aux États-Unis, l'autorisation de mise sur le marché, elle s'accompagne d'un programme de limitation des risques en limitant le nombre de centres capables de le faire. Vous vous souvenez du décodage du génome? Le premier décodage du génome, on a dit que ça avait coûté plus cher et plus difficile que d'envoyer un homme sur la Lune. Aujourd'hui, pour 350 $, on décode le génome. C'est tout à fait vrai. Donc on peut penser que le génie de l'homme est capable de résoudre ce problème-là. Je suis d'accord. Donc là, aujourd'hui, est-ce qu'on en est à la phase industrielle? Est-ce que les gens arrivent à faire fabriquer cet Icarcel? Je dirais, pour reprendre une expression qui peut vous être chère, que c'est de la haute couture. Oui. Qu'on n'est pas encore au prêt-à-porter, mais qu'on pourra... Alors, on nous annonce le prêt-à-porter. Il y a des informations dans ce congrès pour ce qu'on appellerait des cellules autologues, c'est ça? Alors non, celles qu'on fait sont des cellules autologues. Je les prends aux patients, donc c'est ses propres cellules. On est en situation dite autologue. Et les autres, ça doit... L'idée, c'est est-ce que je ne peux pas avoir un congélateur avec des cellules sur l'étagère, si j'ose dire, faites à partir d'un donneur qui n'a jamais connu la personne en question, et que j'ai rendu ces cellules acceptables pour le receveur et acceptables pour le donneur. Alors j'ai interviewé Gilles Salles, qui est quand même quelqu'un qui est assez proche de ça, référence dans le domaine du lymphome. Qui n'y croit pas du tout justement à cette version. Je pense que c'est difficile aujourd'hui de dire j'y crois pas, mais ce qui est sûr, c'est que pour que ces cellules soient acceptées, on les a manipulées terriblement. On leur a enlevé leur récepteur T, par exemple. Mais aussi, il faut que l'hôte les accepte. Donc, il faut immunodéprimer l'hôte, parce que sinon, il les rejette. Or, on ne peut pas immunodéprimer quelqu'un trop profondément, trop longtemps. Donc, on parle de cellules qui vont persister dans le corps 1 mois, 2 mois, maximum 3 mois. Est-ce qu'on va guérir une pathologie hématologique maligne dans cette période-là sans avoir besoin d'une greffe derrière? Pour l'instant, tous les succès de cette méthode impliquent une greffe de moelle derrière avec quelqu'un d'autre, une greffe allogénique. Donc il y a combien d'entreprises de haute couture sur ce... Il y en a, on va dire, 4 qui dominent, et il y en a une bonne dizaine qui cherchent. Est-ce que les coûts se sont écroulés, justement, vu la concurrence? Pas encore. Est-ce que ça reste une thérapeutique incroyablement chère par rapport à ce que peut coûter? Est-ce qu'on a fait un raisonnement économique sur ce que coûtent ces enfants qui passent des années? C'est évidemment le raisonnement qu'a tenu la première marque qui est arrivée sur le marché aux États-Unis. Ils ont dit une greffe de moelle, ça coûte tant, donc nous, on va remplacer la greffe de moelle, donc c'est tant. Je pense d'abord le raisonnement n'est pas tout à fait juste. Par ailleurs, il y a des économistes qui ont coûté non seulement le coût de l'injection, mais tout ce qu'il y a à faire autour. Et là, on arrive à $1 million par sujet. Et là,
probablement ce n'est pas viable pour aucun système d'assurance maladie. Donc il faut que le coût décroisse d'un logarithme quasiment pour que ça devienne acceptable. Autant que ça. Ouais. Et ça, il va falloir plusieurs années de manufacturing intelligent pour y arriver. Peut-être si on arrive à se passer de l'antivirus. Pour donc le moment, c'est une médecine totalement une médecine de gens riches et de pays riches. Comment se situe la France là-dessus? On a quand même une ministre qui est une hématologue de renom, donc peut-être qu'elle va être encore plus persuadée que... Jean-François, j'espère qu'elle écoute votre émission et qu'elle va nous permettre d'avancer sur ce sujet. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est un casse-tête aussi pour les systèmes de santé. C'est un casse-tête énorme pour les assureurs, pour l'assurance maladie en France, pour l'Institut national du cancer. Donc il y a des tas de groupes de réflexion qui sont en cours de travail sur ce thème. Mais votre enthousiasme, lui, ne change pas. Mon enthousiasme est intact et le restera pour toutes les années à venir. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Gilles Salles. Bonjour Jean-François. Vous êtes professeur d'hématologie à Lyon. Alors, Juliette, je ne suis pas surpris de vous voir arriver dans les cartes T-cell. C'est une étude. Expliquez-moi comment vous avez utilisé justement cette nouvelle thérapie génique. Alors, Juliette, c'est l'étude qui était menée avec l'Université en Pennsylvanie sur les CAR T-cells anti-CD19 chez les patients atteints d'un lymphome réfractaire. C'est une étude qui s'est déroulée donc, il y a déjà un certain temps et qui a eu effectivement peut-être quelques difficultés dans la mise en place de traitements en temps voulu chez des patients qui étaient graves, mais on a pu traiter quand même maintenant plus de 90 patients. Les résultats qui sont montrés aujourd'hui, c'est des résultats sur 50 patients qui sont évaluables. Les taux de réponse qui sont aux alentours de 55-60%, mais surtout le fait que maintenant à 6 mois, puisque c'est les résultats qui sont présentés, on sait qu'environ un tiers des patients sont en rémission complète prolongée à 6 mois. Alors 6 mois, vous allez me dire, c'est pas prolongé, et qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui est intéressant, c'est que hier soir, sur le site de New England, il y avait l'actualisation des premiers patients de l'Université de Pennsylvanie avant cette étude, mais avec le même produit. Et ce qu'on voit, c'est que pour les patients qui étaient en rémission complète à 6 mois, la grande majorité, 90%, sont encore en rémission complète à 2 ans. On n'a pas les mêmes toxicités dans le lymphome que dans la leucémie aiguë lymphoblastique de l'enfant. On a moins de syndrome de relargage de cytokines, on a moins de neurotoxicité, on a même moins de déficit immunitaire prolongé. Ça, c'est un autre message qui est intéressant. Voilà, il s'agit d'une patiente qui avait un lymphome B à grande cellule, réfractaire, qui a finalement pu être mis en réponse, autogreffé, et qui a rechuté à peu près 1 an après son autogreffe et qui est resté réfractaire aux 2e lignes de chimiothérapie. Vous voyez là le PET scanner de la patiente quelques jours avant l'infusion des CAR-T, à gauche au niveau abdominal avec cette grosse tumeur qui infiltre largement l'espace abdominal. Et vous voyez le PET scanner réalisé 3 mois après une seule injection de ces CAR T-cells. Je pense que c'est un résultat qui est extrêmement spectaculaire. Cette patiente a été vue dans le service il y a quelques jours. On est à plus de 10 mois ou 11 mois de rémission. Et je pense que quand on voit ça, on voit bien qu'on est devant une vraie révolution dans la prise en charge de nos patients. Alors, il y a un réel enthousiasme ici sur cette technique qu'on n'a pas connue depuis des années. Pourquoi? Parce qu'on est face à des cas totalement réfractaires au traitement ou parce que c'est la théorie qui est séduisante? Il y a les deux approches. Ça fait longtemps qu'en tant qu'hématologue, on a envie de guérir des patients par l'immunothérapie. L'allogreffe, c'est une forme d'immunothérapie. Les anticorps monoclonaux, c'est de l'immunothérapie. Là, on a une haute couture pour les patients qui consiste à prendre leurs cellules, les modifier par thérapie génique, les redonner aux patients et elles attaquent de manière spécifique la tumeur. Donc, évidemment, intellectuellement, c'est très séduisant. Mais quand vous voyez un patient qui a été réfractaire à la chimiothérapie, à plusieurs lignes, qui a une masse de 10 cm et qu'après l'injection de CAR T-cell, 3 mois après, cette masse a disparu, c'est quand même quelque chose qui est spectaculaire. Et puis c'est des patients qui, pour la plupart, allaient décéder dans les semaines ou les mois à venir. Et ça, on l'a vu dans le patient qu'on a traité. Mais toutes les études qui sont là, qui sont présentées, les 3 principales firmes qui sont là, montrent la même chose. Il y a environ entre 30 et 40%, les chiffres sont variables, mais de patients qui étaient des patients réfractaires et qui sont mis en rémission complète
pour probablement au moins 6 mois, voire peut-être guérir. Vous-même, vous avez une expérience de l'utilisation de CAR T-cell avec... On a traité quelques patients. Et avec ce côté un peu miraculeux, entre guillemets. Spectaculaire. Spectaculaire, oui, Spectaculaire. qui est meilleur, ouais. Alors, il y a deux questions qui s'imposent, après vous aurez, en voyant votre enthousiasme. D'abord, ça concerne combien de gens en France? Si on prend les patients atteints d'un lymphome B à grande cellule, les patients réfractaires à la chimiothérapie, après le R-CHOP ou en échec d'autogreffe, c'est probablement 1000 à 1500 patients. Tous ne seront pas éligibles pour les CAR T-cells. Mais je pense qu'on est quand même sur plusieurs centaines de patients, même je pense plus de 500 qui sont éligibles. Ce qui est intéressant, c'est que dans le lymphome, et là encore c'est différent de la leucémie, on peut traiter des patients qu'on ne considérerait pas de manière en routine comme éligibles pour une autogreffe. C'est un différent mode de toxicité et je pense qu'on peut traiter des patients jusqu'à 70-75 ans. C'est d'ailleurs une frange de patients qu'on retrouve dans les 3 essais. Et si on arrive à mieux prendre en compte, prévenir, traiter les effets secondaires, le syndrome de relargage de cytokines et la neurotoxicité, je pense que ça sera un traitement jusqu'à 70-75 ans. Donc aujourd'hui, demain avec l'AMM qu'auront les 2 premières firmes qui viendront, c'est au moins, je pense, 500 patients par an qui devraient être éligibles. Demain, ça peut être plus, surtout que l'ambition des firmes est de comparer les CAR T-cells à l'autogreffe chez les patients en rechute standard. Donc, avec des chiffres comme ça, se pose la question de l'industrialisation de la technique, parce que pour le moment, c'est quand même très un patient, une technique. Je ne dirais pas ça, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un obstacle qui est important, qui est le fait qu'il faut prélever les cellules du patient, les envoyer dans un centre de production et elles reviennent. Donc un patient, une technique. Un patient, un produit. Un produit, d'accord. C'est la même technique, mais... Voilà. D'accord, la même technique, on est d'accord. Ça veut dire qu'il va falloir faire du... C'est vraiment le médicament sur mesure. Et on entend parler qu'on pourrait avoir des CAR T-cells industriels. Alors j'avoue que je ne comprends pas très bien comment ça peut se passer. Alors le concept qui est extrêmement intéressant, c'est de considérer qu'on peut faire des CAR T-cells allogéniques, qui sont des CAR T-cells pris chez des donneurs sains, qui sont modifiés, qui reconnaissent toujours le CD19 ou demain un autre antigène, puisque on sait que le champ va s'ouvrir vers le myélome avec des premiers résultats spectaculaires, puis demain vers la leucémie. Donc on peut imaginer avoir des banques de CAR T-cells avec des groupages HLA qui sont compatibles avec les patients et qui seront réinfusés à des patients. On est au tout début de ce processus et je pense qu'il y a quand même quelques obstacles technologiques qui sont un peu complexes dans ces fameuses CAR T-cells allogéniques. On est quand même là avec probablement 2 ans de retard par rapport à ce qu'on voit sur les CAR T-cells autologues aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont été, ces CAR T-cells ont été essayés ou c'est encore... Il y a eu quelques essais, mais très peu de patients traités et je crois que les problèmes de toxicité ne sont pas encore entièrement réglés. Malheureusement, il y a eu des décès qui ont été annoncés à la fin de l'été avec ce modèle, dans une maladie hématologique très rare, dans une leucémie. Il y a des tas de raisons, c'est compliqué de comprendre, c'est peut-être pas le produit. Mais je pense que le processus, il faut quand même imaginer que c'est des CAR-T allogéniques et que forcément, ça pose 2 questions. Un, même si elles sont modifiées, aujourd'hui les modifications, elles continuent d'exprimer le complexe majeur d'histocompatibilité et les antigènes mineurs d'histocompatibilité, donc elles sont potentiellement rejetées. Donc ça veut dire qu'il faut immunosupprimer le patient. Bon, la politique de la firme a été d'utiliser le Campat, c'est pas une drogue que beaucoup d'hématologues aiment encore. Et la deuxième chose, c'est finalement la question de la persistance. Parce que souvenons-nous quand même que, en tout cas dans la leucémie aiguë lymphoblastique de l'enfant, les enfants qui sont guéris depuis quelques années traités avec cette technologie ont encore des CAR T-cells détectables. Donc si on utilise des CAR T-cells allogéniques, est-ce qu'elles vont pouvoir persister et est-ce que ce contrôle immunologique de la maladie va pouvoir persister pendant des années ? Je ne sais pas. Il y a probablement des hypothèses et des traitements qui devront le permettre, mais je pense que là, il y a encore un long chemin à démontrer, alors qu'il y a quand même une expérience qui, par les centres experts américains qui utilisent les CAR-T autologues, que ce soit Seattle, l'Université de Pennsylvanie, le NCI, il y a des expériences qui remontent maintenant à 5 ans. Donc ça commence à devenir des thérapies qui sont applicables
C'est pour ça qu'elles arrivent au marché. Et c'est qu'une question de coût qui justifie le fait qu'on ne prenne pas celle-là, qu'on réfléchisse à d'autres voies. C'est-à-dire qu'il y aura une grosse différence de prix de revient du médicament à l'unité par rapport à l'autre. Il est clair qu'à partir du moment où on fait un traitement sur mesure par patient, ça sera toujours plus cher. Oui. Maintenant, on verra sur les toxicités. Mais est-ce qu'on a déjà une idée de ce qu'en pensent les pouvoirs publics? Alors, une ministre de la Santé qui est hématologue, donc je pense qu'il y aura moins de soucis pour que les carticelles aient une belle vie dans notre pays. Mais est-ce qu'on a déjà une idée un petit peu de comment ils sont perçus? Je pense que les autorités françaises sont prudentes et à juste titre, puisqu'on sait qu'il y a des toxicités qui sont associées à ces traitements et que donc il faut aujourd'hui les développer de manière intelligente. Le choix des firmes, je crois que les gens le savent, c'est pour l'instant de demander aux centres qui participent aux essais de s'engager dans le développement futur des possibles ATU et autres, et de ne pas répandre la technologie partout, même si on peut souhaiter qu'à moyen terme, ça soit possible. Cela dit, vous parlez de toxicité dans des maladies létales à court terme, il faut vraiment que la toxicité soit importante. Oui, mais bon, on est quand même dans des toxicités qui se rapprochent de celles qu'on peut rencontrer notamment dans la leucémie aiguë pour la greffe allogénique. Donc c'est normal que ça ne se répande pas en un jour. Ceci étant dit, d'abord il y a des carticelles qui, dans le myélome, paraissent assez bien tolérées. Donc déjà ça peut aller plus vite. Il y a quand même la question du financement et de l'accès aux patients, ce qui fait que peut-être de contrôler leur délivrance dans un nombre de centres limité permet. Ceci dit, je pense que nos autorités de santé restent un petit peu frileuses. Je parlais avec un collègue allemand, le lendemain de l'autorisation de mise sur le marché d'un des produits, c'est 25 centres en Allemagne qui vont pouvoir traiter des patients. Donc je souhaite vraiment que les autorités, l'Institut national du cancer, nos autorités de protection des patients, l'Agence de sécurité du médicament et les autorités de tutelle et financières prennent la mesure du bouleversement que c'est et du fait qu'aujourd'hui, il y a des patients en France qui décèdent de lymphome agressif, qui sont des patients de certain âge et certains sont jeunes, et qu'il faut pouvoir accéder à cette thérapeutique parce que si on guérit un patient sur 3 de cette catégorie de patients, je pense qu'il faut qu'on se mette tout en œuvre en France pour leur offrir rapidement l'accès à ces traitements qui peuvent guérir des gens. Si je comprends bien, c'est une diffusion large vers le grand public de l'information qui peut bouleverser le processus. Je suis persuadé que le grand public comprendra vite et que les diverses associations de patients et représentants des patients se saisira de cette question. Merci Gilles Salles. Merci Jean-François. On s'est quitté avec In-Car We Trust, un slogan qui est en train de faire du buzz à l'âge. Au-delà du slogan, j'ai quand même trouvé que l'enthousiasme de ces deux témoignages est vraiment incroyable, avec quand même une petite nuance sur cette différence entre le prêt-à-porter et le sur-mesure. Le sur-mesure, tout le monde est d'accord, extraordinaire. Prêt-à-porter, à voir. Ce que vous appelez prêt-à-porter et sur-mesure, c'est les cars autologues et les cars halogéniques. C'est vrai que les cars halogéniques, il faut reconnaître, ça peut être attractif puisque, en gros, vous allez avoir un produit disponible, comme vous dites, prêt à utiliser. Bon, c'est vrai que les cars halogéniques sont encore à leur préhistoire, ils sont très en retard. Il y a beaucoup de pessimisme autour, mais personnellement, tant qu'on n'a pas résolu tous les problèmes, il faut laisser toutes les options sur la table parce que avec ces maladies terribles, on peut avoir beaucoup de surprises. Merci. C'est la fin de cette émission spéciale sur ce qui est quand même l'événement de l'âge.